Donc maintenant, nous donnons la parole à Odile Soulard pour l'Institut Paris Région. Merci beaucoup. Bonjour. Donc moi je m'appelle Odile, je travaille à l'Institut Paris Région. Donc ça va être un peu une autre approche encore de la low-tech. Pour vous situer un petit peu, on est une agence d'urbanisme, on a été créé en 1960, reconnue d'utilité publique. Notre boulot, c'est de faire des recommandations, d'accompagner les politiques publiques, essentiellement à l'échelle locale, donc les collectivités. Notre principal financeur, c'est la région Île-de-France. On a une indépendance technique, donc on est assez libre dans ce qu'on peut dire, ce qu'on peut proposer, et après, le politique dispose. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 experts. C'est une richesse pour nous parce qu'en fait, on croise un peu toutes les disciplines qui ont trait à la vie quotidienne du francilien. Donc on a des experts en mobilité, en aménagement, en économie, en biodiversité, qu'est-ce que j'ai dit, mobilité, déchets, sport, culture. En fait, on traite un peu tous les aspects qui touchent à l'aménagement de l'Île-de-France. On s'est posé la question avec quelques collègues il y a maintenant, ça fait peut-être 4 ans, de la question de la low-tech, qui n'était absolument pas présente dans nos métiers. Il faut dire que la plupart des collectivités, des territoires rêvaient plutôt de Smart City. Et en même temps, on avait nos collègues de l'environnement et tout qui poussaient évidemment pour accélérer sur les questions de transition écologique. Et on s'est dit, mais comment on peut aujourd'hui diffuser un petit peu plus ces questions de prise en compte des limites planétaires dans l'aménagement urbain, de trouver des solutions qui soient compatibles avec l'existant, avec des contraintes aussi financières qui font qu'on ne peut pas aménager aujourd'hui la ville comme on l'a fait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. On est dans des systèmes qui sont quand même très contraints. On hérite de bâtis, d'infrastructures qui ont été dimensionnés, surdimensionnés parfois. Les autoroutes, les centres commerciaux, les centres d'affaires, il faut faire avec. Comment on s'adapte à ça aujourd'hui ? Et donc, on a essayé de se dire comment on peut adapter la low-tech dans le milieu urbain. Donc pour ça, on a rencontré plusieurs personnes, notamment Philippe Biwix, qu'on avait découvert avec son livre sur l'âge des low-tech. On a parlé avec Quentin du Low-Tech Lab et on a commencé à engager une réflexion sur ces questions, à essayer de voir à qui on allait parler et comment s'y adresser. Il y a une vraie question sur le terme low-tech. On a assez vite vu que ça pouvait crisper. Alors, certains très convaincus l'apprécient, d'autres, on voit que c'est repoussif. Donc on a essayé de travailler cette question-là, de voir aussi à qui on s'adressait. Est-ce que la low-tech, ça touche que le milieu rural, par exemple ? Est-ce que ça va être les collectivités de petites villes ? Ou est-ce qu'on peut tout à fait appliquer ce concept à l'urbain dense ? Qu'est-ce que ça donne dans Paris ? Donc du coup, pour ce faire et pour légitimer un peu la démarche, on s'est posé la question de est-ce que la low-tech, c'est pas un nouveau concept de ville qui s'ajoute à des choses qui existent et finalement qui sont très pertinentes aussi. Qu'est-ce qu'elle a en plus ? Donc on a travaillé aussi sur la question de la valeur. Et moi, c'est la chose qui m'a le plus marqué dans la low-tech, c'est en fait l'utilité sociale de l'innovation. C'est de se dire que, en fait, en plaçant la convivialité et le discernement technologique au cœur en fait des innovations, la low-tech, elle est porteuse de valeur et qu'il y a certes une valeur économique en termes d'emploi et de ce qu'on veut, mais au sens noble. Elle est aussi porteur d'innovation organisationnelle, sociétale. Elle embarque les gens, elle invite à se réapproprier le monde qui nous environne. Dans la vie quotidienne, dans les villes, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Donc elle est à l'échelle humaine. Donc il y a une capacité finalement à se réapproprier les outils qui nous entourent. Et ce n'est pas simplement des produits ou des services. La low-tech, c'est aussi des modes de faire, des façons de s'organiser ensemble, de façon assez démocratique et participative. Et on s'est dit que ça, c'était super intéressant, en fait, dans nos modes de faire, la ville, la fabrique de la ville. Donc,
la question qu'on nous a posée assez rapidement, puisque nous, on a un institut d'aménagement et d'urbanisme à l'échelle de la région Île-de-France, c'est la question de l'échelle. La plupart des innovations low-tech qu'on connaissait, elles sont souvent à des échelles assez fines. Ça va être une entreprise, ça va être un produit. Comment on fait pour passer à l'échelle et qu'est-ce que ça veut dire ? Et en discutant avec les acteurs, on s'est dit ce qui était intéressant, c'est pas de grossir, c'est de multiplier les initiatives et de donner les clés en diffusant pour qu'on puisse en fait essaimer le plus possible et faire en sorte que chaque solution soit liée à un territoire, à ce qu'il porte, au territoire vécu des gens, quoi. Donc tout ça, je vous dis tout ça parce qu'en fait c'est vraiment des cheminements qu'on a fait nous au fil du temps, mais qu'on essaye aussi de diffuser auprès des collectivités, auprès des gens finalement qui vont proposer aussi des politiques, des aménagements dans les villes, et ça va toucher notre vie quotidienne. Donc pour ça aussi, il faut de la place pour expérimenter, puisque sur la low-tech, voilà, on tâtonne. Donc il faut vraiment faire cette connexion entre les lieux et l'appropriation par le plus grand nombre sur un territoire donné. Ça pose la question des modes de coopération, de leurs échelles. Et derrière tout ça, il y a la question des imaginaires. Puisque nous, on est dans des secteurs d'activité où quand même les imaginaires, ils sont quand même très, très contraints par la high-tech. On l'a vu avec les scénarios que nous a raconté Thibaut. Avoir des contre-imaginaires, entre guillemets, qui montrent d'autres futurs possibles, qui sont souhaitables et dans lesquels on va finalement bien vivre. Et tout ça, il faut arriver à le porter et pour essayer de changer en fait aussi les comportements. Je suis très d'accord avec ce que vous avez dit sur le côté. En fait, ça passe dans les modes de vie, dans nos façons de vivre, de façon d'accepter les choses. C'est pas juste de la technologie en fait. C'est vraiment montrer que c'est possible, qu'il y a un chemin qui est possible. Donc comment on a procédé, nous ? On a un institut d'études, donc on a fait des études. On a commencé par essayer de montrer comment on pouvait légitimer la low-tech dans l'urbain, que c'était bien. Donc on a commencé par lire toute une série de littérature qui nous semblait plus ou moins proche, on va dire, en connivence avec la low-tech. On a fait des matrices pour essayer de voir tous les concepts de ville, les marqueurs, voilà. Et on a essayé de balayer un peu tous les concepts qu'on connaissait de ville, donc la ville frugale, la ville créative, la smart city, tout ça, et voir comment positionner la low-tech par rapport à ça. Ce qui en est ressorti, là vous voyez un peu les cheminements, mais donc il y a bien pour nous un lien fort avec la frugalité, mais la low-tech pour nous, ce qu'on trouvait vraiment différenciant, c'est le discernement technologique. Vraiment, c'est une boussole. C'est une façon de dire qu'on n'est pas simplement dans de l'optimisation ou de l'efficacité des ressources, on est aussi dans une question dans le questionnement du besoin et essayer de le réduire au minimum. Et il y a aussi toute la question humaine, sociale, à travers les questions d'appropriation par le plus grand nombre, le fait de reprendre la main, d'être dans le faire à nouveau. Donc c'est de donner les moyens aux gens d'interagir, de faire les choses. Donc ça, c'était vraiment deux éléments qui nous ont semblé vraiment propres à la low-tech et finalement qui nous ont légitimés. Donc là, je vais m'appuyer un peu, Anne-Charlotte l'a dit tout à l'heure aussi, il y a une définition de la low-tech, on en a tous, voilà, c'est opérant plus ou moins, mais ce que je trouve intéressant, c'est le questionnement en fait. C'est d'abord on questionne le besoin, c'est se dire qu'est-ce qui est suffisant, et puis c'est bon, on s'arrête. C'est avoir toujours en tête la gestion soutenable des ressources, d'être dans une démarche assez sobre, de questionner l'accessibilité à tous. Donc là, c'est vraiment les questions d'appropriation, d'accessibilité à ceux qui sont exclus. Enfin, c'est réembarquer aussi des gens qui aujourd'hui n'ont pas la main dans nos systèmes urbains actuels. Enfin, je parle là pour l'urbain. Et aussi la question de la juste échelle. Ça, c'est un vrai questionnement pour nous. On est dans une métropole mondialisée. Si on est dans une approche low-tech, qu'est-ce que ça veut dire demain ? Et en fait, on s'est dit que tout ça, ce qui compte, c'est la démarche. C'est-à-dire que chacun part son point de départ. Si on va trouver une collectivité, par exemple, ou une association, ou un groupe d'acteurs qui a envie de se lancer dans une démarche low-tech, on dit vous partez d'un point de départ, et l'idée, c'est d'aller vers mieux en questionnant le besoin. On ne va pas tous arriver au même endroit, on ne va pas tous être à 100% low-tech, donc on ne veut surtout pas que ce soit un label ou que ce soit quelque chose qui est, on va dire ça c'est low-tech, pas low-tech, c'est vraiment une démarche avec un certain nombre d'éléments en tête et avec cette boussole du discernement technologique. Donc nous, derrière ça, on a publié pas mal de choses. Pour être tout à fait franche, on a eu
en fait, au début, on nous a dit, c'est super ce que vous faites, continuez. On a essayé de diffuser la démarche low-tech, de montrer dans les agences d'urbanisme en France comment on pouvait, nous, pousser tous ces sujets auprès de nos interlocuteurs. Donc, on a eu les coups des franches, notamment au moment où il y avait le Covid, parce qu'effectivement, on se sentait, autre chose était possible. On a même fait des exercices de prospective en 2040 pour essayer de montrer qu'est-ce que serait un futur souhaitable où la low-tech aurait trouvé toute sa place, où tout le monde aurait ralenti, on vivrait autrement. On a fait des scénarios pour y arriver. Voilà, c'était un exercice collectif. Quentin, c'est parti. Et ça a bien marché. Et puis on a réatterri sur Terre il y a quelques mois, quand on a essayé de dire maintenant concrètement comment on met ça en place dans des territoires, dans des collectivités. Et là on se rend compte qu'en fait la plupart la low-tech aujourd'hui, pour moi c'est une affaire de convaincus, d'infiltrer dans des entreprises, des gens qui ont envie de faire des choses mais qui n'ont pas forcément l'aval complet de leur entreprise. Et je pense qu'on se raconte aussi des choses sur la capacité réelle à accepter le changement aujourd'hui. Donc nous on s'est pris franchement quelques revers quand on a commencé à essayer de dire concrètement, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des politiques, est-ce qu'on peut... Et là, honnêtement, moi, en ce moment, c'est là où on cherche à voir comment on peut dépasser ça. Donc il y a une question sur le terme qui devient un peu synonyme de décroissance. Alors du coup, ça fait peur aussi à un certain nombre d'interlocuteurs. Il y a c'est clivant. Il y a la question du curseur, jusqu'où on va. Est-ce que c'est acceptable de lisser un peu le discours pour embarquer plus de gens? C'est des vraies questions. Et de voir comment on véhicule ces idées et comment on embarque plus de monde. Moi, je vois qu'il y a de plus en plus de gens convaincus au sein des organisations, mais c'est pas forcément ce que porte, on va dire, une direction générale à un moment donné. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai pas de... Puisque là, je suis coincée. Donc, c'est aussi un appel à l'aide. Voilà, mais... Merci beaucoup, Odile. Donc,